Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'humain il le contrôle endocrine de la croissance, donc tout ce qui va réguler la croissance, tout ce qui va agir sur la croissance. Donc petite introduction, la croissance est un phénomène complexe résultant de l'interaction dynamique de nombreux facteurs endocrines et non endocrines. Souvent lorsqu'on parle de croissance, l'hormone de croissance, alors qu'en réalité c'est vrai que elle a un rôle important, mais ce n'est pas la seule qui intervient dans la croissance. On a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent. Donc la croissance, si on devait la définir, elle permet la transformation progressive d'un œuf fécondé en un organisme adulte et s'accompagne de la maturation de l'ensemble des tissus. Ça aussi, ça fait partie de la croissance. C'est un phénomène continu mais non linéaire. Elle est non linéaire parce que la vitesse de croissance, elle diffère d'une phase à une autre de la vie. Maintenant, il y a des phases où on va beaucoup grandir, il y a des phases où moins. Donc la vitesse, elle va être moindre. D'ailleurs, la vitesse la plus rapide de la croissance, ça va être en prénatal. Ça veut dire la vie fétale. C'est là où la vitesse elle est la plus importante. On a la croissance au cours de la petite enfance. La vitesse elle va diminuer jusqu'à ce qu'on arrive à la puberté. On va avoir un accès de croissance, une poussée de croissance au cours de la puberté, entre autres, l'hormone de croissance, mais aussi les hormones sexuelles. On verra tout à l'heure que les hormones sexuelles ont un rôle important dans la croissance. Contrôle de la croissance, donc il m'a dit qu'il y a les facteurs non hormonaux, nous avons les facteurs génétiques et nutritionnels et les facteurs hormonaux. On a l'hormone de croissance qui joue un rôle prépondérant, mais aussi d'autres hormones qu'on va aborder tout à l'heure. Donc les facteurs non hormonaux, nous avons d'abord les facteurs génétiques. Il y a des gènes qui sont impliqués dans la croissance et les scientifiques se sont rendus compte de ça lorsqu'ils ont vu qu'il y a des anomalies chromosomiques qui entraînent des déficits de croissance, mais aussi le fait que dans une même famille, on ait des personnes, les membres de la même famille aient pratiquement la même taille. Ça veut dire que la famille est là ou la famille ça existe. Et donc c'est comme ça, c'est ce qui les a poussés à dire qu'il y a des gènes qui sont impliqués dans la croissance, mais il n'y a pas que les gènes bien sûr, il y a d'autres facteurs. Il y a aussi les facteurs nutritionnels, on a souvent, ou du moins avant, on associait la richesse ou le bon niveau économique avec la croissance ou les personnes de grande taille. Et bien justement parce que l'alimentation ou la nutrition a un rôle indispensable pour une croissance normale. Et quand j'ai dit la nutrition, c'est surtout les protéines représentent le nutriment dans l'apport et le plus critique pour la croissance. D'ailleurs, nous avons le lycée, protéinettes, le rôle de elles sont très importantes pour la croissance. Alors maintenant on passe aux facteurs hormonaux. On a l'hormone de croissance, mais il y a d'autres hormones comme les hormones thyroïdiennes, les stéroïdes sexuels, les glucocorticoïdes et également l'insuline. Les hormones thyroïdiennes, ça peut vous sembler bizarre, mais par exemple si on prend la phase prénatale, c'est pas la GH qui est la plus impliquée dans la croissance, mais c'est surtout les hormones thyroïdiennes de la phase qui jouent un rôle prépondérant. Donc on commence par l'AGH. C'est une hormone polypeptidique qui est sécrétée par les cellules somatotropes de l'anté-hypophyse qui mentionnait la vidéo. Donc tu as l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est à ce niveau-là que l'AGH elle est sécrétée sous l'influence de l'AGH-RH, mais je vais en reparler lorsque on va aborder la régulation de la sécrétion de l'AGH. Donc c'est une protéine qui est faite de 191 acides aminés, 22 kilodaltons de masse molaire. Maintenant, comment elle est sécrétée ?
la GH n'est pas sécrétée d'une manière continue, stable, la sécrétion تاعها. Au contraire, elle va être sécrétée d'une manière pulsatile. Qui rôle pulsatile, je crois que c'est des pics de sécrétion. Ou donc les pics de sécrétion, ils jouent fil. En général, ça mort eh bien cette hormone, elle est sécrétée. Donc n'oubliez pas, c'est la nuit. C'est au cours de la nuit. La demi-vie de la GH est de 20 à 30 minutes. Et environ 50% de l'hormone est circulante et est liée à une protéine qu'on appelle GH. Ça veut dire GH Binding Protein, qui est constituée par la portion extracellulaire du récepteur de la GH. Ce sont des choses tout simplement à retenir, comme la demi-vie, le pourcentage de l'hormone qui est circulant. Donc, il y a 3 types de contrôle ou de régulation de la sécrétion de la GH. Qui est le contrôle direct, c'est ce qu'on va voir en premier. Ou les différents facteurs, des facteurs qui influencent la sécrétion de la GH. Et il y a aussi le rétro-contrôle. Concernant le contrôle direct, il y a une face ou les tlata qu'il faut retenir. Comme la GHRH, qui est une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus d'une manière pulsatile, qui va, elle, stimuler la sécrétion de l'hormone de croissance, tout simplement. Nous avons la somatostatine, qui, elle, ne stimule pas, mais inhibe la libération de la GH. La somatostatine hadia, elle est sécrétée par des cellules de l'hypothalamus pour limiter la libération de GH, mais également par d'autres cellules, comme les cellules delta de l'estomac, de l'intestin et du pancréas. Et lorsqu'elle est synthétisée par ces cellules, elle inhibe, elle bloque la sécrétion d'autres hormones. Yani à côté de la GH, elle inhibe aussi la sécrétion d'autres hormones. La somatostatine a plusieurs rôles. Parmi ces hormones, je cite par exemple la TSH, dont elle va inhiber la sécrétion. Je cite la gastrine, par exemple. Nous avons aussi l'insuline et le glucagon sécrétés au niveau du pancréas. Donc la somatostatine, elle a plusieurs rôles. Mais on retient qu'elle inhibe la sécrétion de la GH. C'est la gréline. La gréline est synthétisée surtout au niveau du noyau arqué de l'hypothalamus, mais aussi par exemple par l'estomac. Et la gréline, elle agit directement sur les cellules somatotropes, les des cellules, encore une fois, qu'on retrouve dans l'anté-hypophyse, par l'intermédiaire d'un récepteur, pour la stimuler à sécréter la GH. À côté de cet effet sur la GH, la gréline augmente aussi l'appétit. Dites-nous l'appétit. Donc on retient que la GHRH stimule, même la gréline, elle stimule, ou la somatostatine qui inhibe. C'est le contrôle direct de la sécrétion de la GH. Pour les facteurs influençants, on ne peut pas tout citer. Dans votre cours, il y a un tableau qui traite de tous les facteurs qui influencent la sécrétion de la GH. Mais on peut, par exemple, citer les facteurs, les situations de stress. Quand on parle de stress, bien sûr, le stress psychologique, même le stress physique. Maintenant, l'exercice physique, il peut stimuler l'hypothalamus à sécréter la GHRH, on va l'hypophyse à sécréter la GH, qui est un des facteurs métaboliques, des agents pharmacologiques, par exemple l'arginine, la dopamine, la sérotonine, les hormones. Bon, parmi les facteurs métaboliques, nous avons l'hypoglycémie, parce qu'on verra tout à l'heure que la GH, elle est hyperglycémiante. Donc, quand je fais les actions à la GH, elle est hyperglycémiante. Maintenant, elle augmente le taux de glucose dans le sang. Donc, forcément, l'hypoglycémie stimule la libération de GH. Concernant le rétrocontrôle, la GH est capable d'assurer sa propre régulation puisqu'elle exerce un effet inhibiteur sur sa propre production.
qui m'a beaucoup d'hormones. D'accord? Donc lorsqu'il y a une synthèse, une sécrétion importante de GH, elle exerce un effet inhibiteur sur sa propre production. Nous avons ici comme rétrocontrôle aussi l'IGF-1. l'IGF-1 il est très important. Insulin-like growth factor 1, aussi appelé somatomedine C. C'est quoi hadaya concrètement? C'est une protéine produite par le foie, les muscles et d'autres tissus. Mais on va dire surtout par le foie, en réponse à une stimulation par l'hormone de croissance. Donc l'hormone de croissance sécrétée par l'antéhypophyse, elle se fixe sur son récepteur, par exemple au niveau du foie, et elle va entraîner une cascade de réactions qui aboutissent à la production d'IGF-1. L'IGF-1, entre autres, favorise la croissance osseuse et la croissance de la masse musculaire, mais exerce aussi c'est ça qui m'intéresse donc à tout de suite, la rétroaction, le rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de la GH au niveau hypophysaire et au niveau hypothalamique. Maintenant, quand on parle de rétrocontrôle, c'est la GH elle-même qui exerce ce rétrocontrôle, bien sûr inhibiteur. On dit l'IGF-1. L'IGF-1, ça va être plus clair tout à l'heure, mais là, pour résumer, c'est une protéine qui est synthétisée par le foie en réponse à l'action de l'hormone de croissance et qui va avoir donc une action sur la croissance osseuse et la masse musculaire. Donc régulation de la sécrétion de la GH, c'est un schéma récapitulatif. Nous avons ici notre hypophyse, on a l'antéhypophyse, voilà, la GH. Alors, comme contrôle, qui manque la GHRH et la gréline qui stimule, la somatostatine qui inhibe, d'accord. Une fois que la GH elle est synthétisée, elle va au niveau du foie entre autres, j'irai au niveau du foie, bien sûr au niveau du sang d'abord. Et au niveau du foie, elle va le pousser, ou elle va permettre la synthèse d'IGF-1. Ou l'IGF-1 exerce un rétrocontrôle négatif à l'hypothalamus, mais aussi à l'hypophyse. Et la GH elle-même exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, sur elle-même, sur sa propre production. Voilà, donc normalement c'est clair, c'est simple. Ce que vous allez retenir surtout, c'est la GHRH, la somatostatine. Aussi, vous retenez aussi l'IGF-1 qui exerce un rétrocontrôle, mais il faut savoir que plein d'autres facteurs peuvent influencer la sécrétion de la GH. Donc, les actions biologiques de l'hormone de croissance. Déjà, qu'est-ce que vous devez retenir? Parce que moi, j'encourage toujours à synthétiser. Maintenant, nous les idées bien claires. Il y a deux actions principales. On dit que l'action, elle est double. Elle stimule la croissance et elle agit sur le métabolisme. Tu as les glucides, tu as les protéines ou tu as les lipides. On va voir que, chose très intéressante, que sur la croissance, la GH ne va pas agir directement. Elle va agir indirectement par l'intermédiaire. Car la croissance, je parle surtout des os, mais on va voir aussi son action sur le muscle. Donc, elle stimule la croissance d'une manière indirecte. Et lorsqu'elle agit sur le métabolisme glucidique et lipidique, elle agit de manière directe. Sur le métabolisme protidique, d'une manière indirecte. Quel rôle d'une manière indirecte? Ça veut dire par l'intermédiaire de l'IGF-1. Dans votre cours, elle stimule la croissance d'une manière indirecte, mais c'est pareil pour le métabolisme protidique.
mais pour le métabolisme glucidique et lipidique, elle va agir de manière directe. Alors, on commence par l'action de l'hormone de croissance sur la croissance. Et quand je dis la croissance, c'est surtout les os. Alors, je rappelle que l'hormone de croissance, c'est une croissance en longueur qui concerne les os longs, mais aussi en épaisseur, qui concerne d'ailleurs tous les os. La croissance en longueur, elle est permise grâce à l'action de l'hormone de croissance à ce niveau-là. Il y a une zone de jonction entre l'épiphyse et la diaphyse, les SMIA, cartilage de conjugaison. Donc, l'hormone de croissance, plus précisément l'IGF-1, puisqu'on a action indirecte par l'intermédiaire de l'IGF-1. Donc, le schéma est très explicite. Il vous montre ici la production d'hormones de croissance au niveau du foie. L'eau atteint l'IGF-1. L'IGF-1 il a l'action au niveau de l'os. Là, on vous représente un os lent, l'humérus. D'accord. Il y en a au niveau du cartilage de conjugaison et il va donc stimuler les chondrocytes à se différencier et à proliférer. Bishad la zone zidli où l'os qui fait chisralo, eh bien, il va étoile. Il zidli la longueur. La taille zid. Les chondrocytes, ce sont des cellules tout simplement qui se trouvent au niveau du cartilage de conjugaison. Et derrière l'action de l'hormone de croissance sur la croissance, tout simplement. Donc on revient à ce qui est écrit. Alors là, donc la GH entraîne la croissance des os lents en stimulant la formation d'os et de cartilage. Les effets de la GH sur la croissance en longueur, qui m'apportent déjà, ne sont pas essentiels dans la vie fétale ou les premières années de la vie, mais surtout par la suite l'action ou les déterminantes, mais au début, chiffre la vie fétale. L'action de la GH s'exerce sur le cartilage de conjugaison qui m'appelle situé entre l'épiphyse et la diaphyse avant la fin de la puberté. Car à la fin de la puberté, ça a une soudure du cartilage de conjugaison. Je relève soda. Et lorsque ça a la soudure, eh bien, ce n'est plus possible pour la longueur d'augmenter. Donc forcément, la prolifération des chondrocytes du cartilage de conjugaison entraîne un élargissement de l'espace correspondant à ce cartilage. C'est comme ça que l'os hésite en longueur. L'action de la GH sur le cartilage de conjugaison se fait en deux temps. Dans votre cours, vous avez dit que la GH stimule les préchondrocytes pour les différencier en chondrocytes qui synthétisent l'IGF-1, mais l'IGF-1 est essentiellement le foie qui m'appelle non. L'IGF-1 ainsi formé exerce une action locale de type mitogène. Mitogène, ça veut dire de la mitose, ça veut dire la division cellulaire, stimulant la croissance clonale des chondrocytes différenciés. Tout ça a déjà été cité, bien sûr. Alors, à côté de la croissance des os, la GH stimule aussi la croissance les tissus mous. Les tissus mous. Cette action anabolisante binaire s'exerce à tous les âges de la vie. Anabolisante, ça veut dire binaire. Et le contraire c'est catabolisante. Un petit mot sur les IGF. Les déjà. Donc les IGF, Kain 1 ou Kain 2, on s'est concentré sur le type 1, se fixent sur des récepteurs membranaires spécifiques de chacun d'eux. Et la particularité de ces récepteurs, c'est qu'ils appartiennent à la superfamille Tawesh, les récepteurs de l'insuline. C'est pour ça qu'on les appelle insulin-like growth factor. Parce que leurs récepteurs auxquels ils se fixent font partie de la superfamille des récepteurs de l'insuline. Mais ils s'en différencient par leur distribution tissulaire et bien sûr leurs effets biologiques. Voilà l'action de la
la GH sur la croissance. Concernant son action ou ses actions sur le métabolisme, كما قلنا, la GH agit sur le métabolisme glucidique. C'est une hormone qui est hyper glycémiante. Parce qu'elle augmente la glycogénolyse hépatique et elle a même une action sur les muscles en diminuant le captage du glucose. Kinder glycogénolyse, je dégrade le glycogène au niveau du foie, je libère du glucose et donc le taux de glucose augmente, hyperglycémie. Alors que si je diminue le captage du glucose par le muscle, eh bien, à l'extérieur, la circulation sanguine, et encore une fois, ça a un effet hyperglycémien. Son action sur le métabolisme lipidique, l'AGH accélère la lipolyse et diminue le stockage de triglycérides. C'est normal. Donc les triglycérides, ce sont des lipides. Si je les dégrade, je diminue leur stockage. Et si je dégrade les lipides, qu'est-ce que j'aurai? Des acides gras. Donc augmente le taux d'acides gras libres circulant et leur oxydation. Donc il faut bien blé. La GH est hyperglycémiante en favorisant la glycogénolyse au niveau du foie, en diminuant le captage du glucose par les muscles et elle a une action sur la lipolyse. Elle l'accélère et donc augmente le taux d'acides gras. Donc elle assure une source d'énergie utile lors du jeûne. La principale source d'énergie, c'est le glucose. Mais lorsque on a une hypoglycémie ou qui coule morceuse, eh bien le corps, l'organisme a d'autres ressources, d'autres substances qui émettent les lipides pour tout simplement produire de l'énergie. Action sur le métabolisme protidique. Elle a une action d'anabolisme par l'intermédiaire de l'IGF-1. Donc toujours l'IGF-1 arrivant ici au niveau du muscle se fixe sur le récepteur Tau spécifique et en se fixant sur le récepteur Tau spécifique, il va en fait ouvrir les canaux les canaux de quoi? D'acides aminés. Donc les acides aminés ils entrent dans la cellule musculaire et vont me former des protéines. Donc ce qui va se passer, c'est que ça favorise aussi, bien sûr, l'anabolisme des protéines et l'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie musculaire. C'est pour ça que lorsqu'on a un déficit en hormones de croissance, comme on le verra tout à l'heure, les symptômes du déficit de l'hormone de croissance, on peut avoir une faiblesse musculaire. On peut parfois rencontrer une hypersécrétion ou une hyposécrétion de l'hormone de croissance et bien sûr elle va avoir des conséquences. Les causes sont diverses. On commence par l'hypersécrétion. L'hypersécrétion trouve des gigantismes de l'enfant ou la acromégalie chez l'adulte. Et elle peut être due à un adénome somatotrope qui est une tumeur de l'hypophyse. Et lorsqu'il y a une tumeur, ça veut dire qu'il y a plus de cellules qui sécrètent la GH. Et donc logiquement, il y a un taux élevé de GH qui va entraîner une taille trop grande de l'enfant et ce qu'on appelle l'acromégalie chez l'adulte. L'acromégalie, vous l'avez bien compris, c'est acquis de l'adulte qui va chiffrer une acromégalie. Par exemple, les mains et les pieds s'élargissent. Donc par exemple, Ida des bagues, il se rend compte qu'il ne peut pas les retirer ou là il les met plus difficilement. Pareil pour la pointure des chaussures. On va avoir aussi une augmentation du volume du visage. Donc en tout cas, c'est des signes d'acromégalie. Concernant les os, on avait dit que l'hormone de croissance de l'enfant, un allongement des os. De l'adulte, ce sera plutôt un épaississement. Lorsque la GH est donc sécrétée d'une manière excessive, on va avoir un épaississement des os, un épaississement ou une augmentation de volume de tous les organes.
les muscles, etc. Sur le métabolisme, les personnes atteintes d'acromégalie seront plus à risque de développer un diabète puisqu'elle est hyperglycémiante et ça va modifier le bilan lipidique. On peut avoir des dyslipidémies avec toutes les conséquences. Tu as une dyslipidémie, ça peut être l'hypertension, etc. Voilà pour l'acromégalie. Concernant maintenant l'hyposécrétion, l'hyposécrétion elle peut être due à une insuffisance hypophysaire. Maintenant, elle a par exemple une tumeur, l'hypophyse, où les cellules somatotropes se mettent à sécréter moins de GH. Parfois c'est une atteinte plutôt hypothalamique, parfois c'est génétique qui met le syndrome de Laron. Le syndrome de Laron, mais il y a une hyposécrétion, mais plutôt une sorte d'insensibilité, ou là ce qu'on appelle une résistance à l'hormone de croissance. Maintenant, la quantité de hamaïch, non, ça c'est pas un problème de quantité. Le problème c'est son action sur son récepteur spécifique. Il ne répond plus. D'accord? Ou là, on dit, voilà, une mutation le gène, t'as le récepteur de l'hormone de croissance et donc forcément, ça va me donner des individus de petite taille puisqu'on a c'est congénital et ça va entraîner un problème de la croissance. Concernant les causes, par exemple, on prend les causes du déficit en hormones de croissance chez l'adulte et quand elle est conduite à une tumeur hypophysaire, qui m'appelle une tumeur hypophysaire peut m'écraser, me détruire les cellules somatotropes et il va y avoir une sécrétion moindre d'hormones de croissance. Parfois c'est pas des tumeurs, c'est une intervention chirurgicale ou une radiothérapie effectuée dans le cadre du traitement à une tumeur. Maintenant j'ai irradié et j'ai touché les cellules somatotropes. Ça va s'exprimer par des modifications de la composition corporelle comme une prise de poids, modification du profil lipidique, la force musculaire va peut-être diminuer, des troubles de la composition du tissu osseux, des effets sur le métabolisme énergétique par exemple de la fatigue. Vous n'êtes pas supposé retenir tout ça, c'est juste pour avoir une idée, là les symptômes d'un déficit en hormones de croissance. Le déficit en hormones de croissance est plus fréquent chez les enfants et souvent c'est idiopathique. Maintenant, on n'a pas la raison, la cause, elle n'est pas définie. Mais chez environ 25% des patients, l'étiologie elle est identifiable. Les causes congénitales, ça peut être par exemple des anomalies du récepteur GHRH. Maintenant, on dit un gène qui est responsable du codage du récepteur de la GHRH l'hypophyse. Et ce gène est muté. Il est muté. Donc GHRH, elle est synthétisée le plus normalement possible l'hypothalamus, mais quand elle va pour se fixer sur ses récepteurs, hop, ça marche pas. Ça colle pas. Et donc, j'ai plus l'hormone qui stimule la sécrétion de la GH. Donc forcément, il y aura un déficit en GH. Et on peut aussi avoir des causes acquises qui peuvent être par exemple l'irradiation thérapeutique du système nerveux central, méningite, etc. Bien sûr, ça va s'exprimer par un ralentissement anormal de la croissance et une petite taille. Ça concerne l'enfant. Maintenant qu'on a terminé avec l'action de l'hormone de croissance sur la croissance, on va voir d'autres hormones qui influencent ou qui agissent sur la croissance. Une chose très importante qui m'a à retenir, c'est les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes agissent sur la production, mais aussi l'action de l'hormone de croissance sur les différents organes. Et elles stimulent aussi la libération d'autres facteurs de croissance qui m'a le GF, épidermique, le E, ça c'est pour épidermique, et NGF, Nervous Growth Factor, la croissance de certains neurones. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire, c'est une partie d'un article scientifique pour ceux qui lisent l'anglais. Mais c'est très intéressant. Et ce que vous devez retenir, c'est que l'hormone thyroïdienne a une influence
d'accord, تأثر لي على la production de la GH mais aussi l'action تاعها. Donc forcément تأثر لي على la croissance. Concernant les hormones sexuelles, elles stimulent la croissance en agissant localement sur le cartilage de conjugaison, mais aussi en stimulant la sécrétion de GH. C'est pour ça que on a un accès de croissance pour la puberté. Parce qu'au cours de la puberté, la production d'hormones sexuelles augmente ou la croissance. Elle stimule la sécrétion de GH. Voilà, donc les hormones sexuelles sont responsables de la poussée pubertaire de la croissance et favorisent la soudure épiphysaire à l'origine de l'arrêt de croissance qui suit la puberté. Les glucocorticoïdes aussi ont une influence sur la croissance, de sorte que en cas d'insuffisance surrénale par exemple, on a un retard de croissance, et de la même manière un hypercorticisme, ça veut dire une production trop importante de cortisol va entraîner l'arrêt de la croissance ou là un traitement de la croissance qui m'a par exemple un traitement par les glucocorticoïdes de synthèse. Et tout ça parce que ça inhibe la prolifération du cartilage de conjugaison. Dernière hormone agissant sur la croissance, l'insuline. Elle stimule la croissance de façon indirecte par ses actions anabolisantes sur les métabolismes protidiques et lipidiques. L'insuline favorise la production de protéines et la lipogénèse aussi. Son action est très importante pendant la période fœtale. Donc vous retenez, pendant la période fœtale, c'est surtout les hormones thyroïdes et l'insuline. Donc là, c'est aussi un article scientifique, une partie d'un article scientifique qui dit, par exemple, qu'une sécrétion excessive d'insuline, qu'elle soit secondaire à une prise alimentaire trop importante, ou là, une hyperplasie, par exemple, des îlots de Langerhans, donc forcément une sécrétion importante d'insuline. Delay excessive growth, donc une croissance excessive. Au contraire, une déficience l'insuline, la sécrétion de l'insuline, ou là l'action à les récepteurs, donc une résistance à l'insuline, elle va être associée à un retard de croissance, poor growth, donc dans l'utérus, mais aussi après la naissance. Donc tout ça pour dire que l'insuline aussi a une action sur la croissance. Donc voilà pour le cours du contrôle de la croissance. Toujours si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.